Alors dans l'épisode précédent, qui est plus d'ailleurs une introduction qu'un épisode, on avait parlé de... Bon, en tout cas, on avait commencé la série par la conquête de la Gaule par les Romains. Euh, les Romains donnant ainsi quelque part leur civilisation et leurs institutions à la Gaule. Plus de 500 ans de notre histoire se fait sous l'Empire romain. Le peuple d'origine, les Celtes, embrasse la culture, les institutions, le droit romain, si bien que ce peuple se romanise, et l'on parle désormais dans l'histoire de peuple gallo-romain. Il y a une fusion quasi parfaite. On a vu notamment que certains Gaulois étaient devenus sénateurs. J'avais fait la remarque alors qu'il me semblait importante que le fait que l'Empire romain constitue près d'un quart de notre histoire n'est pas du tout anecdotique. Cela a conditionné, on pourrait dire, dès l'origine, le besoin d'une autorité forte, d'une organisation centralisée. Aussi, la question fondamentale qui suit à cette période et qui est l'objet de cet épisode est la suivante. Que se passe-t-il lorsque ce grand empire protecteur de cette organisation romaine, euh, que se passe-t-il lorsque cet empire s'effondre à la date que l'on retient de 476 après Jésus-Christ, mais qui est elle-même issue d'un long processus de déclin? Les Gaulois ne vont-ils pas être exposés au chaos? En général, ce que savent les gens sur cette période, c'est que il y a des invasions barbares, l'Empire romain s'effondre, et puis, un peu comme par magie, les Francs arrivent, prennent le pouvoir de ce qui s'appellera ultérieurement la France, Clovis est baptisé et donne naissance à la dynastie des Mérovingiens. Mais cela ne pose-t-il pas une multitude de questions? Au-delà des raisons de la chute de l'Empire romain d'Occident, que nous n'aborderons pas complètement dans cette vidéo, et pas en tout cas pas dans le détail, parce que cela relève plutôt de l'histoire de l'Empire romain et que notre sujet est plutôt ici l'histoire de France, au-delà de la raison de la chute de l'Empire romain, premièrement, déjà, qui sont ces barbares et pourquoi descendent-ils sur Rome? Pourquoi attaquent-ils Rome? Et deuxièmement, qui sont les Francs, en fait? Et comment arrivent-ils si facilement à prendre le pouvoir, eux plutôt que d'autres peuples d'ailleurs? On va donc essayer de répondre à ces deux questions dans cette vidéo. En préambule, j'aimerais commencer par faire deux commentaires sur les sources. Premièrement, de manière générale, j'ai décidé de diversifier mes sources par rapport à mon premier épisode d'introduction, dans la mesure où je considère qu'il est important de croiser les sources, de les multiplier, de regarder les études et les analyses plus récentes. Et donc, je me reposerai désormais sur plusieurs sources et plusieurs ouvrages. Et ça, ce sera vrai pour tous les épisodes, à partir de celui-là. Deuxièmement, sur cet épisode en particulier, il est important, voilà, comme réserve, de signaler que, voilà, concernant cet épisode de l'histoire qu'on appelle les migrations barbares, les historiens considèrent en général que les textes et les sources décrivant cette période sont assez rares et fragmentaires. Et c'est une réalité de. Voilà, en réalité, c'est une période de l'histoire qui est fascinante par l'ensemble des événements qui se produisent, qui sont extrêmement structurants pour notre civilisation, mais en même temps qui reste. Enfin, qui contient toujours une part de mystère du fait de la rareté des sources. Ceci étant dit, on peut commencer cette vidéo par essayer de répondre à la première question. En fait, j'aimerais commencer par comprendre voilà, qui sont et d'où viennent ces fameux barbares dont on parle et qui sont responsables de la chute de Rome, et dont on verra que les Francs, en réalité, eux-mêmes font partie, et essayer de comprendre pourquoi ils attaquent l'Empire romain. Alors, commençons par une remarque étymologique. Le terme barbare, que l'on emploie aujourd'hui pour qualifier un être de sauvage et violent, était utilisé par les Romains et les Grecs pour désigner, si je simplifie, tout individu qui ne faisait pas partie de leur peuple. Donc, tout étranger était en réalité appelé barbare pour les Romains. Les barbares, ou en tout cas ceux qui se sont mis à attaquer l'Empire romain, relèvent d'un groupe indo-européen que l'on appelle le groupe germanique. De même qu'il y a d'autres groupes indo-européens, comme le groupe italique, justement celui qui est à l'origine voilà, du peuple de l'Empire, enfin de l'Italie, voilà, et une partie de l'Empire romain, le groupe celte, qui a donné justement les Gaulois, par exemple. Et ce groupe indo-européen, qui est le groupe germanique, on estime qu'il est d'origine d'Europe du Nord, donc l'actuelle Allemagne du Nord, l'actuel Danemark, le sud de l'actuelle Scandinavie.
Ces peuples se sont progressivement étendus en Europe centrale et regroupent un certain nombre de peuples dont vous avez sans doute déjà entendu le nom. Les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Alamans, les Burgondes, et il y en a beaucoup d'autres. Les Francs sont eux-mêmes une confédération de peuples germaniques. Donc c'est pas un peuple germanique, c'est vraiment une confédération de peuples germaniques qui regroupe par exemple les Chamaves, les Chatuères, les Bructères, etc. Et donc confédération de peuples dont l'un d'entre eux nous intéressera en particulier, qui sont les Francs saliens. En fait, les contacts de ces peuples germaniques avec l'Empire romain sont très anciens, et ils ne datent pas simplement de 476, de la fin du 5e siècle. Effectivement, la fin du 5e siècle constitue la phase décisive de ces attaques, de ces incursions, mais en elle-même, elle remonte au moins au 2e siècle avant Jésus-Christ, avec par exemple les guerres contre les Cimbres et les Teutons, venus de l'actuel Danemark. Certains historiens ont avancé que c'était à cause d'un raz-de-marée que ces populations s'étaient déplacées, qui se solde par une défaite lors de la guerre des Cimbres à la fin du 2e siècle. Enfin, une défaite du coup des Cimbres et des Teutons. Donc en fait, on voit que c'est très ancien. Au 3e siècle, je passe certaines étapes, hein, mais pour montrer que tout ne date pas du 5e siècle et que c'est un processus de plusieurs siècles. Au 3e siècle, l'Empire romain traverse une crise qui s'appelle d'ailleurs la crise du 3e siècle, qui a une composante intérieure, mais aussi extérieure, avec entre autres des incursions barbares qui percent ce qu'on appelle le Limès, qui est la frontière en fait romaine. Et donc c'est des incursions barbares de Francs et d'Alamans qui pillent la Gaule avant de revenir chez eux. Les barbares profitent en effet de l'instabilité politique de Rome pour attaquer. Et au fond, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces peuples se mettent à attaquer l'Empire romain? Pourquoi ne se contentent-ils pas de rester dans leur territoire d'origine? Et même si ça peut vous étonner, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une réponse à cette question qui est pourtant assez simple, assez structurante. En tout cas, j'ai pas trouvé de réponse simple pour la période avant la période décisive du 4e 5e siècle, pour laquelle on verra qu'il y a une cause assez identifiable. Mais c'est vrai que pour les périodes précédentes, c'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse directe et simple. Alors j'ai trouvé des éléments de réponse. Mais avant de vous donner quelques éléments de réponse, enfin les rares éléments de réponse que j'ai trouvés pour justifier ces attaques, j'aimerais commencer déjà par nuancer cette affirmation que les barbares sont par définition et de tout temps des ennemis de Rome. Cette affirmation s'est progressivement nuancée avec le temps. D'abord militairement adversaires, les Romains vont finir par transiger avec les barbares. Dans certains cas, ils vont leur accorder des terres en échange de la paix, et en échange aussi d'un soutien militaire contre d'autres barbares. En effet, vers la fin de l'Empire romain, Rome n'arrive plus à recruter suffisamment de personnel dans son armée, et se tourne vers les barbares qui rejoignent pour certains les rangs de l'armée romaine. Ce statut porte notamment le nom, enfin il y a eu plusieurs statuts, mais il y a l'un des statuts qui portait le nom de fédéré. Ainsi, en 382, les Visigoths, après des affrontements avec l'armée romaine, et notamment la défaite des Romains à la bataille d'Andrinople, mais ça c'était avant 382, obtiennent l'autorisation de s'installer dans l'Empire romain et ils peuvent garder leurs propres lois. Seulement s'il y a une guerre, ils doivent servir l'armée romaine. Certains Francs eux-mêmes accèdent au statut de fédérés en 358 sous le règne de l'empereur Julien au niveau de l'actuelle Belgique et servent les armées romaines, comme on le verra plus tard. Il y a donc en quelque sorte une certaine assimilation des barbares aux Gallo-Romains qui résulte d'une diplomatie de l'Empire romain pour sécuriser ses frontières. Et cela se voit aussi dans les carrières individuelles des germaniques, enfin des peuples germaniques, des barbares. Certains barbares atteignent les hautes fonctions honorifiques de l'Empire, comme le franc Mérobaude par exemple, naturalisé romain, dont l'empereur, sous le nom de donc naturalisé romain sous le nom de Flavius Mérobodes, je ne sais pas comment le prononcer, dont l'empereur romain Valentinien Ier fait de lui son généralissime, maître des milices. Et Mérobaude devient consul de Rome en 377. Un autre exemple est celui de Stylicone. Flavius, donc naturalisé Flavius Stylico, qui lui est d'origine vandale. Il épouse la nièce de l'empereur Théodose et devient lui aussi généralissime. Donc vous voyez qu'il y a euh, effectivement les relations entre barbares et romains ne se résument pas à de l'affrontement. C'est pas aussi manichéen. Et donc il y a une certaine, il y a des relations entre ces populations.
Mais dans l'ensemble, si l'histoire a retenu le terme d'invasion barbare, thème que l'histoire juge aujourd'hui incorrect, ou en tout cas imprécis, car elle donne l'impression d'un processus soudain et rapide, alors que, comme on l'a vu, c'est un processus qui est lent et progressif, les historiens parlent davantage en réalité de migration aujourd'hui. Donc si l'histoire a retenu ce terme, que ce soit de migration, d'invasion, d'incursion, c'est que au-delà des coopérations de circonstances, les peuples germaniques ont fini par, enfin, les peuples germaniques ont attaqué Rome, ils ont attaqué l'Empire romain. Et là, je reviens donc à la question que je posais tout à l'heure, c'est pourquoi, et c'est là où j'ai du mal à trouver des réponses, j'ai eu du mal en tout cas à trouver des réponses simples et claires. Euh, Voici certaines qui ont été avancées. En réalité, il n'y en a pas beaucoup, mais déjà, il y a certains historiens qui ont avancé des causes climatiques et environnementales. D'ailleurs, c'est pas que des historiens, il y a aussi des paléoclimatologues du coup. Les régions du nord de l'Europe étant plus humides, plus fraîches, elles étaient moins propices à cette époque à l'agriculture. Mais la limite que je vois à cette explication, c'est que ça explique pas forcément les comportements de pillage, de raids, les sacs qu'il y a eu parfois de Rome. Et effectivement, on peut se dire que déjà, parce que vous allez peut-être dire que cette question peut être naïve dans la mesure où la logique d'expansion militaire, c'est une constante de l'histoire et effectivement, les peuples luttent pour la ressource, luttent pour le territoire. Néanmoins, j'ai trouvé que cette explication était un peu courte aussi. Et voilà, effectivement, certains autres historiens l'expliquent plutôt par la structure sociale des peuples germaniques, par la culture profondément militaire de ces peuples qui ont l'habitude de faire des raids et de piller. En effet, et ça on peut par exemple trouver ce genre d'analyse dans le livre de l'archéologue et historien Malcolm Todd, The Early Germans, les sociétés tribales reposent sur la redistribution du prestige et du butin par les chefs. Et donc sans guerre fructueuse, les tensions internes augmentent. Les raids sur les provinces romaines servent donc à canaliser en quelque sorte cette énergie et à assurer la cohésion des tribus. Comme l'indique Malcolm Todd, euh, voilà, le chef doit sa position à sa capacité d'être un leader de guerrier, et c'est seulement il est capable de gagner des batailles qu'il reste le chef. Tacite lui-même, enfin l'historien Tacite, dans son ouvrage Germania, indique si l'État dont ils sont issus s'engourdit dans le désœuvrement d'une paix trop longue, la plupart des jeunes gens, donc là il parle des barbares, hein, des Germains, la plupart des jeunes gens de haute naissance s'en vont rejoindre d'autres peuples en guerre à ce moment-là, à la fois parce que le repos leur est insupportable et qu'ils se font plus facilement valoir dans les dangers. De plus, on ne peut maintenir une grande escorte que dans la violence d'une guerre. En effet, tout ce qu'ils exigent de la générosité de leur chef, c'est tel cheval de guerre, c'est tel framé mouillé du sang des vaincus. Alors framé, c'est une sorte de lance, de ce que j'ai compris. Des banquets, si peu raffinés soient-ils, mais copieusement pourvus, leur tiennent lieu de solde. C'est le produit de guerre, des guerres et des pillages qui permet ces libéralités. Il serait moins facile de les convaincre de labourer la terre et de patienter toute une année que de provoquer l'ennemi et d'en remporter des blessures. Bien plus, acquérir en suant ce qu'on peut gagner en versant son sang n'est pour eux que paresse et inertie. Voilà, donc en conclusion, il y a quand même en plus des facteurs environnementaux et du facteur très important qu'on verra pour expliquer vraiment ce qui s'est passé au 5e siècle, il y a une organisation sociale qui repose en fait sur le chef de guerre et sur l'attaque. Voilà, parce que l'attaque rapporte un butin et que le butin permet la cohésion du peuple. Et je suis assez convaincu par cette explication. Euh, je suis assez convaincu par la pertinence de cette explication, même s'il peut y avoir, je pense, d'autres facteurs externes, environnementaux. Je pense que c'est un facteur important pour expliquer que depuis plusieurs siècles, il y a effectivement des peuples germaniques qui attaquent l'Empire romain, qui lui est un empire qui est quand même relativement riche, en tout cas pendant une bonne partie de son histoire, et donc je pense que c'est un facteur important. Après, c'est une question vraiment ouverte, hein, c'est-à-dire qu'on peut débattre, mais je pense que c'est une explication, je trouve, intéressante. Et donc, on en vient au 5e siècle, fin du 4e siècle et début du 5e siècle. Euh, les Romains connaissent les barbares depuis au moins le 2e siècle avant Jésus-Christ.
On a dit que bon, les barbares, ils ont une structure tribale, qu'ils aiment attaquer. Bon, il a pu y avoir des causes environnementales de migration, mais qu'est-ce qui se passe au 5e siècle pour que l'autorité impériale s'effondre, en tout cas en Occident, et en quoi donc ce 5e siècle est-il si décisif? En fait, au 5e siècle, et en fait dès la fin du 4e siècle, se produit ce qu'on pourrait appeler une sorte de choc exogène, pour reprendre le terme de l'historien britannique Peter Heather, qui est voilà, un spécialiste de cette période. Donc un choc exogène qui va vraiment porter le coup fatal à l'Empire romain. L'arrivée massive des Huns en Europe venus des steppes d'Asie. En effet, l'arrivée des Huns provoque un effet domino qui a pour conséquence de déplacer les populations germaniques jusqu'à ce qu'inévitablement ces peuples se confrontent de nouveau à l'Empire romain, dont la frontière, comme on a vu, est le Limès, avec la différence cette fois-ci qu'ils y sont forcés par l'arrivée des Huns. C'est pas un raid, une incursion pour aller chercher des butins, c'est vraiment une pression migratoire et la nécessité de se déplacer. Ce choc est d'autant plus fort d'ailleurs qu'à ce moment l'Empire romain, enfin en tout cas il a d'autant plus d'impact qu'à ce moment l'Empire romain est affaibli pour des raisons qu'on ne détaillera pas parce que comme on l'a vu on va pas faire toute l'histoire de l'Empire romain parce qu'il y a tellement de choses à dire que là ce serait trop long. Mais c'est une période aussi, la fin du 4e et le début 5e où l'Empire romain est affaibli et il va pas forcément pouvoir repousser de manière complète enfin il va pas pouvoir en fait repousser les envahisseurs germains. Et donc, quelque part, ce qui se passe dans ce 5e siècle, c'est la combinaison d'un facteur externe, d'un choc externe lié à cette pression migratoire, à cette arrivée massive de Huns, et une faiblesse interne. En fait, à la fin du 4e siècle, c'est déjà la pression des Huns qui oblige les Visigoths à s'installer en Orient. On a vu tout à l'heure que dans certains cas, voilà, on avait vu que les Visigoths avaient obtenu un territoire dans l'Empire romain. Ben, en fait, c'est la pression des Huns qui, à la fin du 4e siècle, a poussé les Visigoths à s'installer sur le territoire romain. Il y a eu un certain nombre de conflits et c'est de cette pression-là que les Visigoths sont arrivés sur le territoire. Et pendant l'hiver 406, donc au début du 5e siècle, cette fois-ci c'est au tour des Vandales, des Alains et des Suèves de franchir le Rhin. Et en quelque sorte c'est vraiment la percée décisive. Les Burgondes et les Alamans profitent aussi de cette percée. Et à partir de cette date, les peuples germaniques vont s'installer de manière durable sur le territoire de l'Empire romain. Et de manière beaucoup plus importante que ce qui s'est produit par le passé. Donc certains iront jusque même dans la péninsule ibérique et même traverseront l'actuel détroit de Gibraltar pour occuper l'Afrique du Nord. Et puisqu'ils ne peuvent pas repousser militairement les barbares, en fait, Rome, ou plutôt Ravenne, je devrais dire, parce que à cette époque, c'est plutôt Ravenne qui concentre le pouvoir, maintenant, le pouvoir politique et plus Rome, la cour de Ravenne transige avec eux, et un peu comme on l'a vu précédemment, justement, quand on a parlé de cohésion des barbares avec les Gallo-Romains, en fait, on va leur donner des terres en échange d'une allégeance à l'Empire romain. Et c'est ainsi qu'on donne un territoire aux Burgondes et aux Visigoths en échange d'une alliance militaire. C'est donc le statut de fédéré qu'on évoquait tout à l'heure. Ces territoires forment quelque part des États dans l'État. Donc voilà, donc c'est pas mal parce qu'on comprend déjà un tout petit peu plus pourquoi il y a eu ces incursions, ces invasions, ces migrations. Je dirais que les dernières invasions sont vraiment provoquées par l'arrivée des Huns. Ça semble assez clair. Il y a vraiment une pression migratoire. Et ensuite, ces peuples s'installent et les Romains, en fait, s'allient avec eux pour pouvoir repousser les Huns, comme on le verra. Et si vous avez l'esprit logique, vous allez dire, mais les Huns, eux, en fait, pourquoi est-ce qu'ils arrivent comme ça en Europe? Et vous aurez tout à fait raison de poser la question. Moi aussi, je me suis posé la question, je me dis, bon bah, ok, on explique pourquoi les peuples germaniques sont poussés aux frontières de l'Empire romain et percent les frontières, mais à cause des Huns, mais pourquoi les Huns se déplacent en masse en Europe? Et là aussi, en fait, j'ai pas vraiment trouvé de réponse complètement claire. En fait, c'est, je pense, un point encore inconnu de l'histoire. Alors, on peut supposer qu'eux-mêmes ont subi aussi une pression migratoire, les obligeant à se déplacer par effet domino.
donc de peuples de l'Asie, voire pourquoi pas de la Chine. Mais j'ai pas trouvé vraiment de preuves concrètes de cette explication. Il y a des chercheurs de Cambridge qui, en 2022, ont avancé l'hypothèse d'une cause climatique des sécheresses qui ont forcé les Huns, qui est un peuple nomade, à se déplacer pour pouvoir se nourrir. Et donc, au final, voilà, ce facteur qui a quand même été une sorte de choc exogène et qui a un peu voilà, porté le coup fatal à l'Empire romain, euh, bah, c'est pas très clair pourquoi ils se déplacent en masse vers l'Europe. Voilà, à ce stade. Voilà, donc ils ont joué un rôle très important dans la décomposition de l'Empire romain, même si la faiblesse de l'Empire est également un facteur très important à prendre en compte. Pour finir sur cette partie-là, comment sont-ils vaincus? Eh bien, à l'issue d'une coalition avec les barbares pour pouvoir les repousser. Quelque part, c'est une mise en pratique du statut de fédéré que nous venons de discuter. Les Gallo-Romains s'allient notamment aux Visigoths, avec leur roi Théodoric Ier, et aux Francs, Francs Saliens et Francs Ripuaires d'ailleurs, aux Burgondes et aux Alains, tout ça pour combattre les Huns. Et donc leur chef, dont vous avez sans doute entendu le nom, Attila, est vaincu au champ catalonique en 451. En fait, c'est proche de Châlons en Champagne. Et en réalité, les Huns ne résistent pas vraiment à la perte de leur chef et donc ils vont être repoussés. La deuxième chose qui nous intéresse en fait dans cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi, à la suite de la chute de l'Empire romain, les Francs se sont élevés alors qu'ils n'étaient qu'un peuple germanique parmi d'autres. Comme on l'a vu au 5e siècle, plusieurs peuples germaniques se partagent la Gaule. Les Visigoths, notamment suite à la percée au début du 5e siècle et au fait que les Romains aient accordé des territoires à l'intérieur de l'Empire. Donc il y a les Visigoths, les Burgondes, les Alains, les Alamans, et aussi les Francs qui avaient obtenu le statut de fédéré en Belgique inférieure, enfin en tout cas une partie de la Belgique. Donc au fond, pourquoi les Francs plutôt que les Visigoths, les Burgondes, les Alains, les Alamans? Commençons donc par parler un peu des Francs. Déjà, une idée intéressante que j'ai déjà dite, mais je réinsiste dessus, c'est que les Francs faisaient partie de ces tribus barbares et qu'ils font eux-mêmes partie des peuples germaniques. Donc, c'est le nom d'un peuple allemand, entre guillemets, germanique pour être exact, qui a donné son nom à la France. Ça, je trouve ça c'est assez incroyable de réaliser que bah, le nom de la France vient en fait d'un peuple germanique. Et d'ailleurs, pour montrer que tout est logique, ils ont aussi donné leur nom à Francfort, voilà, et aussi à la région de Franconie, le Franken en allemand, qui est une région au nord de la Bavière. Les Francs, c'est une confédération de différents peuples germaniques. C'est pas un peuple germanique, c'est une confédération de différents peuples. Les Chamaves, les Chatuaires, les Bructères, les Saliens, les Ampsivariens, les Tubantes, les Tencters, les Usipètes, et même d'autres selon les historiens. Leur structure politique était essentiellement militaire, c'est-à-dire que, en fait, comme on l'a vu, hein, ils élisaient un chef de guerre qu'ils nomment roi des Francs et qui avait autorité sur une unité clanique. Donc le roi, en fait, à l'origine, pour les Francs, c'est un chef de guerre. Et en fait, les Francs, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en contact des Gallo-Romains depuis très longtemps déjà, bien avant la chute de l'Empire romain en 476. On estime que leur apparition dans l'histoire, en tout cas, date du IIIe siècle. Les Francs, après plusieurs incursions, se sont plutôt résolus à une forme d'accord avec l'autorité impériale, plus profitable pour eux, comme d'autres peuples barbares, et ils obtiennent, comme on l'a vu, le statut de peuple fédéré, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des terres au nord de la France, actuelle Belgique, en échange d'un service militaire en cas d'attaque. C'est une manœuvre diplomatique de l'Empire romain, ces peuples fédérés, qui d'ennemis deviennent des alliés en cas d'attaque et en échange de la terre. Ce statut et cet accord va fonctionner puisque l'Empire romain va faire une alliance avec les Francs justement pour vaincre Attila et les Huns au champ catalonique, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc beaucoup de Francs, comme d'autres barbares d'ailleurs, servent d'auxiliaires dans les armées romaines. Beaucoup de chefs francs même ont fait carrière dans la hiérarchie militaire romaine et certains ont eu des postes prestigieux. On a cité tout à l'heure Mérobaude par exemple, qui est devenu généralissime puis consul de Rome en 377. Mais on peut aussi trois autres maîtres des armées francs, Richomer, Botho et Arbogast.
les qualités militaires et politiques des Francs étaient très appréciées par les Romains. Et leur intégration à l'Empire romain leur a donné aussi l'occasion de se former aux techniques militaires romaines. C'est un des facteurs qui a avancé pour expliquer leur succès en Gaule d'ailleurs. Donc replaçons-nous dans le contexte. À la chute de l'Empire romain d'Occident, l'autorité impériale s'effondre. En réalité, elle était déjà affaiblie depuis un certain temps, et la Gaule est en quelque sorte livrée elle-même lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustule, est déposé en 476. Voici à quoi ressemble l'Europe à la chute de l'Empire. Les peuples qui avaient le statut de fédérés se constituent en royaumes indépendants. Le dernier représentant de l'autorité romaine, donc l'Empire romain n'est pas complètement disparu de la carte, c'est Syagrius. Et donc, quand on voit cette carte, euh, voilà, on peut se poser la question, comment expliquer que les Francs, donc les Francs saliens, en l'occurrence, vont jouer un si grand rôle dans l'histoire de France? Et qu'est-ce qui explique sa destinée si prestigieuse? Alors, en synthèse, je pense qu'il y a vraiment un facteur qui est plus important que les autres, je pense. Mais là aussi, c'est des conversations d'histoire, hein, qui peuvent se débattre. Et je pense que l'une des premières raisons de la réussite des Francs par rapport aux autres, c'est leur puissance militaire et leur stratégie diplomatique, quand on fait la synthèse. Regardons les différentes étapes au cours desquelles les Francs ont pris possession d'une grande partie de la Gaule. En fait, Clovis, en quelques décennies, s'est imposé dans le territoire au détriment à la fois de Syagrius, des Alamans, des Visigoths et des Burgondes. Alors comment est-ce qu'il a fait? Déjà, Clovis commence sa conquête de la Gaule en 486 lorsqu'il bat Syagrius, qui, comme on l'a vu, est le dernier grand fonctionnaire romain en Gaule, lors de la bataille de Soissons. Ensuite, il effectue une manœuvre diplomatique assez habile. Il s'allie avec les Ostrogoths et les Burgondes. D'un côté, sa sœur épouse Théodoric le Grand, qui est roi des Ostrogoths et maître de l'Italie, et de l'autre, lui-même épouse Clotilde, la nièce du roi des Burgondes, Gondebaud. Ces alliances constituent d'une certaine manière une sorte de pacte de non-agression. Et une fois ces alliances assurées, il va se concentrer sur d'autres territoires. Il va d'abord repousser militairement les Alamans à la fameuse bataille de Tolbiac, près de Cologne en Allemagne, bataille qui va d'ailleurs donner son nom à la rue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement de Paris. Et ainsi, il va se positionner comme le défenseur de la Gaule. On reviendra un tout petit peu dans la suite sur cette bataille de Tolbiac, car elle comporte une anecdote intéressante. Il gagne aussi contre les Thuringes. Et il s'ensuit encore une suite de manœuvres militaires et diplomatiques pour gagner les territoires du Sud. En 499, il s'allie au roi Burgonde de Genève, Gaudégisile, qui est le frère de Gondebaud et qui veut s'emparer des territoires de son frère. Donc il va s'allier avec le frère de Gondebaud pour attaquer les Burgondes. Afin de sécuriser quelque part ses arrières, en tout cas les territoires à l'ouest, en 500, il signe un pacte d'alliance avec les Armoricains euh, et les Bretons, qui sont voilà, dans l'actuelle Bretagne. Il gagne contre les Burgondes de Gondebaud lors de la bataille de Dijon, et contraint ce dernier, donc Gondebaud, à abandonner son royaume et à se réfugier à Avignon. Le roi wisigoth, Alaric II, se porte au secours de Gondebaud et persuade Clovis d'abandonner Gaudégisile. Clovis et Gondebaud se réconcilient et signent un pacte d'alliance pour cette fois-ci lutter contre les Visigoths. Bon, donc on voit qu'à chaque fois il s'en tire très bien diplomatiquement et qu'il n'est jamais isolé. Je passe plusieurs étapes, mais grosso modo il va réussir à repousser significativement les Visigoths et les Burgondes sur le territoire. Et Clovis n'intervient pas que contre les autres peuples. Il commet aussi une succession d'assassinats politiques contre des chefs francs afin d'éviter des concurrences et des luttes internes. Je passe plusieurs étapes, mais à sa mort en 511, Clovis règne en tant que roi de tous les Francs. Il a réuni les Francs et il est le maître d'une très grande partie de la Gaule. Donc voilà, donc en fait, rien qu'en regardant ce qu'a accompli Clovis, j'ai l'impression qu'on peut dire que l'une des réponses à la question pourquoi les Francs plutôt qu'un autre peuple barbare, bah, en réalité c'est que vu tout ce qu'ont accompli les Francs et Clovis, on comprend que les Francs sont naturellement doués pour le combat et que Clovis est un commandant militaire et un diplomate hors pair en réalité, vu tout ce qu'il a accompli.
Sa victoire contre les Visigoths, remportée en 508, Clovis reçoit même de l'empereur d'Orient, parce que vous savez que la partie orientale de l'Empire romain ne s'est pas effondrée, il faudra attendre la chute de Constantinople. Mais donc l'empereur d'Orient, Anastase Ier, euh, donne à Clovis le consulat honoraire et les ornements consulaires. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en quelque sorte reconnu par l'empereur romain d'Orient comme le représentant du pouvoir impérial en Gaule, ce qui lui donne une légitimité politique incroyable. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, il y a un deuxième facteur assez important qui est le facteur religieux. Clovis se convertit au christianisme nicéen vers 500. Alors on n'a pas la date exacte, hein, donc c'est le baptême de Clovis, mais c'est dans cette fourchette-là. Sa conversion va jouer un rôle important dans l'acceptation des populations gallo-romaines. Les autres royaumes barbares, comme les Visigoths et les Burgondes, croient plutôt dans l'arianisme, qui était considéré comme une hérésie pour les gallo-romains. Là-dessus, il y a quand même une anecdote très importante enfin en tout cas qui est très symbolique, qui est celle de l'anecdote du vase de Soissons, de l'épisode du vase de Soissons, qui est relatée par le chroniqueur Grégoire de Tours, et qui rentre dans les esprits. Alors, on n'a pas la certitude que c'est exactement comme ça que ça s'est passé, parce qu'on n'a qu'une seule source qui est celle du chroniqueur Grégoire de Tours. Mais il est aussi possible que voilà, ça a une certaine preuve enfin, il y a une certaine véracité des faits, donc il y a une incertitude. Mais en gros, cette anecdote a quand même beaucoup marqué les esprits. Ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de la bataille de Soissons, donc il y a un butin de guerre, et l'évêque de Reims, Saint-Rémy, demande à Clovis de restituer un vase. Et Clovis décide de donner raison à l'évêque de Saint-Rémy. Il va transgresser en quelque sorte les lois traditionnelles du pillage barbare et il va retenir le vase. Il va pas donner le vase à ses tribus, enfin à ses peuples, qui faisaient partie du butin de guerre et qui donc il leur était dû, et il va la donner, il va la restituer à l'évêque de Reims. Là-dessus, il y a un soldat qui arrive et qui s'oppose à ça et qui dit, enfin en gros, il s'oppose et il donne un coup de hache au vase. Alors d'après ce que j'ai lu, le vase n'est pas complètement détruit, il est soit abîmé, bon, il n'est pas complètement détruit quoi. Clovis ne dit rien à ce moment, mais un an plus tard, alors qu'il reconnaît ce même soldat lors d'une inspection de ses troupes, il lui donne un coup de francisque, c'est-à-dire de hache sur la tête, en lui disant ainsi as-tu fait au vase de Soissons. Et donc cet épisode, il est fort en symbolique parce qu'il montre que Clovis a vraiment choisi la religion catholique, la loi de la religion catholique. Enfin, il obéit en fait à l'évêque en lui restituant le vase et il punit le soldat qui a commis un sacrilège en donnant un coup de hache au vase. Autre anecdote importante, on a parlé tout à l'heure de la bataille de Tolbiac. En réalité, sa décision de se convertir au christianisme aurait eu lieu lors d'une situation désespérée pendant cette bataille. Son armée est sur le point d'être vaincue. Et au cœur de la bataille, alors que Clovis est encerclé et sur le point d'être pris, il prie le dieu chrétien plutôt que ses dieux païens. Et un peu comme par miracle, le chef alamand, qui est donc les Alamans sont les adversaires des Francs à la bataille de Tolbiac, le chef alamand est tué. Alors soit d'une flèche, soit d'un coup de francisque. C'est pas très clair. Mais donc le chef est tué et ça met l'armée des Alamans en déroute. Et donc la symbolique est assez claire. C'est-à-dire que Clovis gagne parce qu'il s'est converti et qu'il a décidé de prier. Il a décidé de prier, de faire une prière catholique et non pas païenne. Donc le facteur religieux a été très important pour être accepté par les populations gallo-romaines. Plus globalement, et je pense que ça c'est très important de le dire, pas seulement sur le plan religieux, les Francs ont adopté toute la culture des Gallo-Romains, leur langue, leurs droits, et ils se sont totalement assimilés au peuple qu'ils avaient conquis. En fait, cela était un point assez commun des invasions barbares, euh, ou migrations barbares. Les barbares qui ont conquis l'Empire romain d'Occident se sont assimilés à la civilisation qu'ils avaient attaquée, si bien qu'en quelque sorte, on a pu dire que les Germains ont été conquis par leur conquête, dans le sens où ils se sont assimilés à la civilisation et à la culture du peuple vaincu. C'est à peu près vrai pour tous les peuples barbares, cependant c'est pas vrai pour tous. Par exemple, Peter Heather indique que par exemple pour le cas des anglo-saxons c'est un peu différent parce que la culture et la tradition romaine n'a pas subsisté aussi longtemps en Angleterre qu'en Gaule.
parce que l'Angleterre s'était déjà plus ou moins détachée de l'Empire romain. Et donc, lorsque les Anglo-Saxons sont arrivés, il n'y a pas vraiment eu de choses à, enfin, il n'y avait pas une culture gallo-romaine, enfin romaine aussi forte à assimiler. Voilà, donc tout ça pour dire que les Francs ne vont en aucun cas détruire les institutions des peuples conquis, mais ils vont au contraire les utiliser. Ils vont pas éliminer les élites locales, mais ils vont s'associer et s'assimiler à elles. Et typiquement, par exemple, l'évêque de Reims-Saint-Rémy est considéré comme l'un des plus proches conseillers de Clovis. Donc, l'organisation romaine ne chute pas complètement à partir de 476. En fait, il y a une certaine continuité. En tout cas, pour les Francs, et on le voit aussi par la reconnaissance de l'empereur Anastase. Il y a une certaine reconnaissance voilà, de Clovis en tant que, quelque part, représentant de l'autorité impériale. Donc en résumé, je dirais pourquoi les Francs ont eu ce rôle si important dans l'histoire de France. Bah, je pense qu'en premier, leur capacité militaire, politique et diplomatique, et en partie peut-être parce que c'était déjà ça faisait déjà longtemps qu'ils étaient intégrés à l'Empire romain. Deuxièmement, leur compatibilité avec le catholicisme, à l'inverse de l'arianisme des Visigoths et des Burgondes, qui était considéré comme une hérésie par les Gallo-Romains. Et plus généralement, leur compatibilité avec la culture gallo-romaine dans laquelle ils vont s'assimiler. Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. J'espère vous avoir apporté quelques clés de compréhension sur cette période qui est souvent connue de façon très simplifiée, alors qu'elle est très complexe. En réalité, l'histoire, c'est un peu toujours comme ça d'ailleurs. On a voilà, des idées simplifiées, mais en réalité, c'est toujours plus compliqué. Et donc, pour résumer vraiment quelques grandes idées dans cet épisode, qui me semble intéressante, c'est que premièrement, il n'y a pas d'invasion unique barbare en 476 qui conduit à la chute de Rome, mais c'est un processus très ancien de plusieurs siècles de conflits avec les barbares, qui sont en fait donc barbares des peuples germaniques, hein, qui est un groupe indo-européen, et qui progressivement, du fait à la fois de la fragilisation de l'Empire romain et de la pression migratoire des Huns à partir de la fin du IVe siècle, finit par laisser pénétrer de manière permanente les barbares sur le territoire, parfois avec l'accord même des Romains qui y voient une manière de renforcer leur armée. Deuxième idée, l'interaction entre les barbares et les Romains est loin d'être purement conflictuelle, et la chute de Rome en 476 n'en est pas complètement une. D'abord, les barbares sont en partie assimilés à Rome et servent même militairement dans ses armées, avec le statut de peuple fédéré. Ensuite, même après 476, comme on l'a vu avec Clovis, il y a une continuité culturelle et institutionnelle de l'Empire. Les Germains ne veulent pas détruire l'Empire et finissent, en tout cas pour les Francs, par s'y assimiler. Et enfin, une dernière anecdote que je trouve assez incroyable, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que les Francs qui donnent leur nom à notre pays sont en réalité un peuple germanique, ce qui est assez surprenant quand on le réalise. Et une dernière anecdote, c'est que euh, un, un historien du XVIIIe siècle, Nicolas Fréré, pour avoir développé cette idée de l'origine germanique du peuple des Francs, a été envoyé 6 mois à la prison de la Bastille. Voilà, tout ça pour dire que c'était quelque chose qui a quand même été marquant pour certaines personnes. Voilà, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouvera pour un prochain épisode. Je parlerai sans doute voilà, de la descendance de Clovis et on parlera d'Austrasie et de Neustrie, termes dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler le nom, mais qui sont en fait des royaumes créés à la mort de Clovis et qui résultent du partage en fait du territoire de Clovis entre ses successeurs. Et donc on parlera de ça, et je ne sais pas si on ira jusqu'aux Carolingiens, parce qu'il y a sans doute beaucoup à dire déjà sur les Mérovingiens. Mais voilà, c'était déjà pour vous parler un petit peu voilà, du sujet du prochain épisode. Merci à tous et à la prochaine.